Marc Gigé nous le rappelait, les blocages les plus fréquents face à l'innovation, c'est la crainte de l'inconnu, la perte de la liberté, mais aussi la rupture du lien de confiance. Et c'est justement sur ce sujet que nous allons lancer la prochaine table ronde. Quels sont les ingrédients d'une relation de confiance? Comment les acteurs de terrain qui interagissent avec les citoyens au quotidien peuvent faire pour rétablir ce lien de confiance? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette table ronde animée par Thomas London, partenaire chez McKinsey & Company. Je t'en prie. Dans cette table ronde, nous avons également le plaisir d'accueillir Élisa Régnier, vice-présidente en charge du numérique à la NEP, Guillaumette Jacob, fondatrice de Sentinelle, Jean-Marc Aubert, président d'IQVIA France, et Arnaud Rosier, médecin cardiologue et CEO d'Implicity. Avant de vous laisser la parole, je vous propose de regarder ensemble un micro-trottoir que nous avons mené dans l'objectif de mieux comprendre le point de vue des citoyens sur les données de santé. Ce micro-trottoir, nous l'avons construit tout simplement en interrogeant des individus dans la rue. Et vous allez voir, certaines réponses sont assez surprenantes. Regardez. Quand on utilise ces fameuses applications sur les téléphones ou chez le médecin aussi, j'imagine qu'il récolte des informations. Quand je vais voir mon pharmacien et que je lui donne ma carte vitale et qu'on traite une ordonnance, quand je vais voir mon médecin. J'imagine à peu près tout le temps avec un téléphone ou si on a des appareils connectés de santé. Mon médecin traitant, parce que les données de santé c'est quelque chose qui va qui peut servir à améliorer notre santé, que Google qui récolte mon adresse et mes prénoms et mon âge, qui va seulement le vendre pour ses intérêts, j'y vois très peu d'intérêt pour moi. Pas grand monde à part mon médecin, peut-être éventuellement les hôpitaux. Mon médecin. À nos gouvernants, à ceux qui nous dirigent, à ceux qui font les lois. Logiquement, je leur fais confiance parce que les lois ont été votées pour protéger ces données ou qu'elles soient utilisées à bon escient par les bons organismes ou les bonnes personnes. Alors pas du tout. J'en ai entendu parler, mais voilà, je ne me suis pas plus intéressé que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Le dossier médical partagé, je connais. L'assurance maladie nous avait contactés pour nous prévenir qu'il y avait la mise en place du DMP. Après, moi, j'avais téléchargé l'application et automatiquement, je me suis identifié pour que mes données soient disponibles. En fait, chez n'importe quel soignant qu'on va, si on change de médecin, logiquement, ça permet une fluidité pour les dossiers. Pour moi, ça permet d'aller plus rapidement. J'imagine elles sont analysées, on fait des statistiques pour certaines maladies ou même en général, ouais. Les données de santé, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent d'établir des statistiques, donc de faire évoluer à titre préventif les comportements de santé pour ne pas être atteint de maladies chroniques type diabète, hypertension et autres. Et on peut les utiliser pour ça, par exemple. Voilà. Après, il y a certainement beaucoup d'autres choses, mais ça fait avancer la recherche en bref, oui. D'abord, c'est utile parce que si ça permet de pouvoir dégager des postulats qui vont permettre de faire avancer la recherche sur certaines maladies ou même d'autres choses, ou peut-être prendre de l'avance sur peut-être des choses qui nous guettent dans l'avenir avec l'évolution climatique, c'est juste un exemple. Donc ça servira et la communauté et de facto moi. Merci, c'est bon, vous m'entendez? Merci, je suis ravi de vous accueillir pour effectivement débattre de comment est-ce qu'on peut développer la confiance citoyenne. C'est assez rassurant, moi je trouve, de voir cette vidéo. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On y voit quand même des citoyens qui sont relativement informés, qui ne font pas confiance a priori. Donc on y reviendra. Inversement, quand on écoute le débat public, ce qui passe dans la presse, etc., on entend surtout parler des risques, des fuites de données, des risques encourus sur la vie privée. Et tout ça dans un contexte, Marc Gigé le rappelait, où on a sur tous ces sujets une sensibilité extrême, voire même un doute et pourquoi pas même de la méfiance. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, cette question de la confiance, elle est absolument centrale.
Mais pour commencer, j'aurais voulu déjà qu'on commence par se poser la question de où est-ce qu'on en est vraiment en termes de confiance citoyenne. Et est-ce qu'au fond, elle est si détériorée ou insuffisante que ça? Peut-être pour démarrer la discussion là-dessus, Jean-Marc, si tu peux démarrer. Oui, alors, il faut que tu prennes le micro. Je me permets d'enlever le masque, j'espère que ça ne dérange personne. Pour parler, c'est quand même plus simple. Non, peut-être, si vous me permettez, 2-3 petites réflexions. Est-ce que la confiance dans les données de santé est pire que la confiance dans le vaccin ou la confiance dans l'évolution technologique? Moi, ce que je remarque, nous, à IQVIA, on a été un peu la cible d'une émission cette année qui a fait elle nous a mis entre une application qui ciblait des mères enceintes, je crois, pour leur envoyer de la publicité, et une application et des spécialistes du marketing digital. Et on nous a mis au milieu sans dire ce qu'on faisait. Donc je peux vous dire, c'était assez, ça voulait, assez agressif. C'était assez agressif. Et ce qui est assez clair, c'est que IQVIA traite des essais cliniques chaque jour avec plusieurs milliers de patients en France. On n'a eu aucun incident sur aucun essai clinique. Personne ne nous a dit il y a un problème, j'ai vu IQVIA à la télé hier, je veux pas là, je suis inquiet pour mes données. On a eu quelques patients qui se sont inquiétés, mais ceux qui sont le plus inquiétés, c'est les pharmaciens en fait. Pas du tout les patients. On a eu des mails, certains qui sont de l'injure, je dirais, c'est pas très intéressant, et puis quelques personnes engagées dans des associations qui essayaient de comprendre, voire de dire que tout usage de données de santé peut être dangereux s'il n'y a pas un affaire. Mais finalement, si vous voulez, je ne pense pas que le vrai sujet, même si il est important que la population générale comprenne ce qu'on fait, je pense que le vrai sujet, c'est l'image que nous avons, nous, pas que nous dans la salle, mais toute la population intermédiaire qui finalement travaille avec ces données. Quelle est l'image que nous avons et aujourd'hui, je pense qu'il est au moins aussi clé de dialoguer avec les médecins, de dialoguer avec les professionnels soignants, les infirmières, les pharmaciens, les aides-soignants, tous ceux qui sont autour du patient pour l'usage, parce que je pense qu'eux ont plus peur encore que des patients. Nous, c'est notre remarque sur les 500 ou 600 mails que nous avons reçus, il y avait plus de professionnels de santé que de patients. Et je pense qu'il faut dialoguer. Je dirais le premier niveau de confiance, c'est avec toutes les personnes qui travaillent autour de ces données de santé. Et là, il y a un sujet. Après, avec les patients, peut-être il y a un sujet d'information. On a des processus peut-être un peu vieillots d'information. Mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y a une crise de confiance qui soit très différente, par contre, de la crise de confiance générale. Mais il ne faut pas rêver, ça ne sera pas juste les données de santé qui vont faire que les gens qu'une partie de la population qui a plus confiance dans ses dirigeants ait confiance dans les dirigeants. Parce qu'en fait, on est dans un pays où on est relativement protégé. Les gens le savent, certains, d'autres ne le savent pas, mais on est relativement protégé par la loi. Voilà. Mais donc, je dirais, je ne suis pas sûr qu'il y ait une défiance très différente de ce qu'il y a en général sur les institutions des patients. Le micro-trottoir, d'ailleurs, le montre bien. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un de vindicatif totalement. Je peux vous dire qu'il y a des gens vindicatifs, mais je pense que c'est une minorité dans quelques associations, souvent un peu militantes, ce qui est normal. On a le droit. Mais je pense que le vrai problème, c'est le dialogue avec toutes les personnes qui travaillent autour de ces données de santé, qui savent un peu plus probablement que le patient, mais que ça inquiète encore plus d'en savoir plus parce que, justement, peut-être qu'on leur explique pas assez à quoi elles servent. Peut-être pour, du coup, se tourner vers vous, expérience de votre côté sur le niveau de confiance des citoyens et inversement des professionnels. Est-ce que vous partagez ce constat ou Juste très rapidement, quand on pose la question dans un contexte où la finalité est claire, ce qui a été dit tout à l'heure déjà, et je prendrai l'exemple simple, si vous êtes médecin comme moi et que vous posez la question en consultation à votre patient et que vous lui dites, que vous dites clairement, alors que ce n'est pas l'objet de la consultation, vos données là qu'on recueille sont susceptibles d'être réutilisées, etc., etc.,
l'adhésion va être massive. On ne peut même pas parler d'adhésion, parce qu'en fait, vous trouverez exceptionnellement quelqu'un qui vous fait une remarque et jamais quelqu'un qui vous dit non. Donc je dirais que dès lors que la finalité d'usage est exprimée, qu'elle est on va dire, dans le giron de la production de la connaissance, de la médecine, de ce que les gens identifient comme tel, puisque c'est toujours un peu flou, moi, mon ressenti, c'est comme tu disais, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Après, dans le débat public, par contre, on a très certainement une culture qui met ce sujet au centre des débats de société, et ça y restera un certain temps. Oui. Quelle expérience au sein de Sentinelle? Alors, avec ça marche? Avec Sentinelle, on a un biais de départ, en fait, puisque du coup, c'est difficile pour moi d'avoir une opinion élargie, parce que les Sentinelles, elles viennent à nous avec, au départ, la confiance dans le fait, dans la recherche, dans l'intérêt de partager ces données, de les donner proactivement. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir une opinion plus générale. Je suis très biaisée de par l'outil que j'utilise, en fait. Mais vous pourriez être attaqué, et c'est pas le cas. C'est vrai, c'est vrai. Et non, effectivement, ça ne l'est jamais. Enfin, ça ne l'a pas été jusqu'à présent. Merci. Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est prévu dans la suite de la table ronde, mais c'est vrai que le manque de formation des professionnels de santé intervient énormément là-dedans. Je ne vais peut-être pas détailler tout de suite, puisque c'est prévu qu'on y revienne tout à l'heure. D'accord. Donc au fond, le problème, il serait peut-être plus du côté des professionnels, du côté des patients, si je vous entends. Et en tout cas, les patients, dès qu'ils comprennent la finalité ou pour des objets qui sont relativement proches d'eux, au fond, cette confiance, elle est pas si difficile à acquérir, voire même elle est donnée presque a priori. Je ne sais pas, et peut-être notamment Jean-Marc, Arnaud, vous qui avez eu l'occasion aussi, mais également de voir aussi d'autres pays. Est-ce que la situation est différente ailleurs, ou est-ce que la France se démarque d'une manière ou d'une autre là-dessus? Le débat public français, je pense, se démarque un peu. Ça veut dire, je ne pense pas que la situation soit très différente d'un pays à l'autre. Et on a toujours l'habitude de se flageller un peu en France. Et quand vous savez, si vous allez en Allemagne, vous verrez qu'il y a une appétence à ne pas partager les données de santé à cause des risques qui est assez forte, et presque plus forte qu'en France. Et quand vous allez dans quelques autres pays, vous retrouvez exactement la même chose. Et bien sûr, il y a des pays plus ouverts, l'Israël, les États-Unis, la Suède. Il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts. Mais je ne pense pas que la situation française soit très différente. La France, peut-être, a une particularité, c'est le poids de l'État. Et donc, l'idée que l'État doit mieux gérer, donc c'est pour ça aussi qu'on est le dernier pays en Europe où la CNIL donne des autorisations avant. Alors, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais on est quand même le seul pays encore où il y a une autorisation anticipée de la CNIL. Bon, ça peut nous aider quelquefois, ça nous protège, et en même temps, voilà, ça donne... Donc, c'est pour ça qu'on doit être à peu près le seul pays où on parle de cloud souverain. C'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à faire un cloud souverain européen, parce qu'il serait à peu près le seul projet qui aurait un sens, hein, parce que je ne vois pas très bien comment on fera le cloud souverain français par rapport à 4 compagnies mondiales qui font le cloud. Hein. Bien sûr, il y a des hébergeurs dans tous les pays, mais je veux dire, il ne faut pas rêver non plus. En termes de capacité de développement de fonctionnalités, etc., on sera aux fonctionnalités de 2018 quand il sera aux fonctionnalités de 2027. Donc on va courir derrière. Et on voit bien que le problème, c'est que ça n'intéresse pas beaucoup. Ça, il y a une petite différence française. Ça veut dire que le débat public en Europe considère que les lois européennes protègent relativement bien la donnée, même s'il y a encore un débat, et il y a des pays où il y a le sujet. Hein. Juste pour rappeler, je m'arrête là-dessus, lors du débat sur le RGPD au Parlement, c'est les Verts allemands qui portaient l'idée qu'il fallait utiliser aucune donnée de santé non nominatif. On n'a plus le droit de dire anonyme, ce qui pose problème dans le débat public, parce que dès que vous dites plus anonyme, les gens pensent que vous l'utilisez de manière nominative. Donc ça, parce que pseudonyme, ça marche bien entre nous, mais ça marche très mal avec le français moyen. Vous pouvez tester, même avec des étudiants en médecine, pour l'avoir testé.
Et donc, si vous voulez, c'est les Verts allemands qui avaient demandé à ce qu'il y ait forcément consentement explicite pour chaque usage de données. Et c'est les associations de patients européennes, ce qui montre d'ailleurs que là, nos associations de patients ne partagent pas forcément toute cette position assez européenne des associations de patients qui disaient qu'il faut pouvoir continuer à les utiliser parce que qui dit consentement explicite dit on sait exactement ce qu'on va faire avant de demander si on peut faire l'usage de la donnée. Or, l'histoire montre qu'il y a plein de choses. On n'aurait jamais trouvé le médiateur si on avait demandé le jour où on avait fait un consentement explicite des gens. Alors, il y a un consentement, hein, il est prévu dans la loi de 2004, donc voilà, mais on ne l'aurait pas fait s'il avait été complètement explicite au sein de la CNIL. Ça veut dire qu'on sait exactement à quoi va ça servir, parce que le jour où on a commencé à récupérer le SNDS, personne, je peux vous dire, à la CNAM n'imaginait qu'il servirait un jour pour faire des études de safety. Personne. Voilà, ça s'est fait 5 à 8 ans plus tard. Oui, je peux réagir là-dessus, notamment sur la fin. Sur le côté géographique, très brièvement, je partage tout à fait ce que tu dis. Les Allemands sont très stricts sur la privacy, au moins autant que nous. C'est-à-dire qu'en tant qu'industriels, quand vous allez les voir, ils n'ont pas du tout l'image que la France est un pays où la privacy est très élevée. Ils ont une image que chez eux, c'est important. Voilà. Donc, c'est pas que chez nous, premièrement. Clairement, d'autres pays voient les choses différemment. Je pense que le RGPD positionne l'Europe dans une position tout à fait différente. Donc, le RGPD, bien sûr, a été fait de façon généraliste, ne cible pas spécifiquement les données de santé, et est venu dans un contexte, bien sûr, avec la massification des réusages de données, avec Internet, avec les téléphones portables, etc. Mais finalement, il y a le sentiment en même temps, suite au scandale américain qu'il y a eu, côté Facebook notamment, etc., qu'ils étaient en deçà de ce qu'ils devaient faire. Pas spécifiquement sur les données de santé non plus. Et je pense que RGPD, qui arrivait à peu près à ce moment-là, a été reçu, et on entend souvent ça de la part des Américains, comme en espèce de niveau que eux acceptent et qu'ils jugent pas mauvais sur la protection des données personnelles, qui était un non-sujet pour eux. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait même pas lieu d'être. Aux États-Unis, vos opinions politiques, vos données de santé peuvent être assez librement partagées par des industriels. Donc voilà. Sur la fin, très brièvement, tu as parlé du cloud, je ne vais pas rebondir tout de suite là-dessus, parce que je ne vais pas encore en face un sujet extrêmement important, mais du coup, j'ai perdu le fil. Pas de souci, on y reviendra peut-être. Sur le consentement, oui, très brièvement, et sur le fait que les données soient... qu'on sache ce qu'on veut en faire à l'avance. Il y a eu plusieurs révolutions qui se sont télescopées. Il y a eu cette révolution de la médecine 4P qui vient quand même à la base d'un paradigme qui change en disant on ne pose plus les hypothèses a priori, mais on va, en utilisant des données, essayer d'analyser a posteriori des hypothèses qu'on pose. Donc ça date de, je pense, début des années 2000 avec Butte et la NLM. Et ensuite, il y a aussi toute la révolution de la collecte des données. Et on voit bien que si ce sujet des données de santé redevient un petit peu présent, c'est parce qu'on est technologiquement mieux capable de les exposer. Et donc, maintenant qu'il y en a, entre guillemets, qui sont disponibles, on se pose la question de ce qu'on a le droit de faire, et l'argumentation étant préalable. Et avant, on était complètement bloqué, on ne savait rien faire, à part, entre guillemets, les études prospectives. Maintenant qu'il y a des moyens techniques, ce sujet redevient positivement sur le champ de la discussion. Et on sent bien qu'avec le principe de sérendipité, on a besoin au fond d'une arène et d'un cadre de confiance qui permettent effectivement de ne pas être que dans le contrôle a priori. Je voudrais qu'on revienne peut-être à cette question de confiance et aux ingrédients au fond qui la composent. Et Guillemette, vous mentionniez que vous aviez je ne sais pas si c'est un public, mais une audience qui était biaisée. Mais ça serait intéressant, à travers cet exemple, un peu, que vous nous expliquiez quels sont les ingrédients de la confiance et comment est-ce que, dans le cas de Sentinel, est-ce qu'ils jouent positivement ? Alors juste très rapidement, Sentinel, si vous ne connaissez pas, on est une association qui a pour vocation d'accélérer la recherche sur le cancer en accélérant les recrutements. Donc on a une base de données d'un peu moins de 36 000 citoyens, des gens qui ont été malades ou qui n'ont pas été malades, et qu'on active via email pour qu'ils participent à la recherche. Et dans chaque email, on leur explique ce qui va leur être demandé dans le cadre de cette étude, le type de recherche qui va être menée, et ils sont libres alors de participer ou non. Donc
le cadre dans lequel je vais parler là, c'est le cadre d'une collecte active de données. Et je dirais même proactive, c'est-à-dire que les citoyens se portent proactivement volontaires pour donner leurs données de santé. Et effectivement, en parlant avec Thomas sur cette donnée de confiance, il y a une chose qui est ressortie de notre conversation avec laquelle je n'avais pas jusqu'à là fait le parallèle, mais qui est quelque chose qu'on utilise pas mal dans le domaine du management, qui s'appelle l'équation de la confiance. L'équation de la confiance, elle est formée de 4 ingrédients. Et quand j'ai redécomposé Sentinel, effectivement, ça marche assez bien. Ces 4 ingrédients sont la fiabilité, la crédibilité, l'intimité, qui sont déjà 3 ingrédients qui s'additionnent et qui ensuite sont divisés par l'intérêt personnel. Et je vous expliquerai un petit peu mieux ce qu'on entend par intérêt personnel. Fiabilité et crédibilité, je pense que historiquement, la recherche scientifique en bénéficie a priori. Et c'est exactement ce qu'on se dit là. C'est-à-dire que vraiment, en France, on bénéficie de quelque chose d'assez positif. Et Sentinel, dans la même direction, bénéficie de ça. Alors bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on donne des éléments de réassurance. Mais néanmoins, on a un point de départ qui est assez élevé. Je pense que là où on a plus travaillé et où d'une certaine manière on renouvelle un petit peu ce qui a pu être fait dans la recherche médicale jusqu'à présent, c'est sur la dimension de l'intimité et sur la dimension de l'intérêt personnel. Alors cette dimension de l'intimité, tout à l'heure on l'a vu quand ils en ont parlé, les gens parlent de leur médecin. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très incarnée. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup sur Sentinel, l'incarnation. Je vais vous donner des exemples tout bêtes, mais quand on lance une étude, il y a toujours une photo du chercheur et il y a toujours une citation du chercheur et pas une citation générique, quelque chose où on demande au chercheur de vraiment expliquer pourquoi sa recherche est importante et pourquoi la participation des citoyens va être importante. Donc il y a l'incarnation par les chercheurs, il y a l'incarnation de l'équipe aussi. Je signe, alors il n'y a pas forcément ma photo, mais moi je signe systématiquement et les gens nous connaissent, ils connaissent l'histoire de Sentinel. Il y a une vraie proximité et on travaille beaucoup cette proximité. On a aussi, dans toute cette dimension de l'intimité, on a créé une communauté et on l'a fondée sur des valeurs communes et des valeurs qu'on redonne très régulièrement. Par exemple, on redit à quel point il est important que la santé soit un bien commun. Et que du coup, qui dit bien commun dit mutualisation, et on les pousse à aller donner leur sang, on les informe sur le don de moelle osseuse. On crée un écosystème qui est plus large. Et puis enfin, la dernière dimension dont je parlais, qui est l'intérêt personnel, qui a une dimension qui divise. C'est d'ailleurs donc qui est au dénominateur. Exactement. Et donc qui a l'effet inverse au dénominateur. des autres. Et alors, je vais vous prendre un exemple, c'est quand votre patron fait semblant de gérer votre carrière alors qu'en fait, il est en train de gérer la sienne et que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Voilà, ça, et vous voyez que c'est son intérêt personnel et pas le vôtre. Et là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est quel est l'intérêt, comment est-ce qu'on travaille pour que l'intérêt soit pour les sentinelles, donc les participants aux études, et pas pour soit nous en tant qu'association, soit uniquement la recherche. Et quand je parle d'uniquement la recherche, bien sûr qu'il y a un vrai intérêt scientifique et qu'il faut d'une certaine manière, qu'on se plie à cet intérêt scientifique. Mais il ne doit pas être le seul intérêt. Et par exemple, on travaille avec les chercheurs pour que l'expérience de recherche soit beaucoup plus agréable pour les participants. Je vais vous prendre un exemple, les questionnaires normés. Un questionnaire normé, vous baignez dedans, vous en rendez pas compte. C'est un cauchemar à remplir. Ça peut être extrêmement brutal. Le questionnement peut être extrêmement brutal. Alors certes, on ne va pas changer les questionnaires normés parce qu'ils sont normés, que ce sont les règles de la recherche, et je comprends très bien pourquoi. Mais on travaille avec les chercheurs à mettre un petit paragraphe introductif, déjà qui met en garde, qui explique que certaines questions peuvent paraître brutales et qui explique pourquoi c'est important qu'on en passe par ces questionnaires normés. Donc c'est un premier élément. On développe aussi leur fierté d'appartenance. Leur dire c'est grâce à elles qu'on va faire des avancées. Moi, la manière dont je résume ça, c'est que je veux qu'elles parlent au déjeuner du dimanche. Je veux qu'elles disent qu'elles participent à la recherche parce qu'elles sont fières. Et c'est un « elles » générique. Il y a des hommes dans la base. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est des choses qu'en tant que médecin ou industriel, on ne fait pas bien
Et vous êtes au cœur de ce sujet de confiance, finalement. Et dans ce que vous dites, je relève 2 choses en particulier. Alors, premièrement, quand vous parlez d'intérêt au dénominateur, j'ai l'impression que ce n'est pas l'intérêt personnel qui est au dénominateur, c'est plutôt le désalignement avec les intérêts d'autrui. C'est-à-dire, il y a cette notion que si l'intérêt d'autrui est prioritaire sur son intérêt personnel, ça tue la confiance, en quelque sorte. Et donc, si ça va bénéficier, comme ce qu'on entendait sur Google, c'est-à-dire que si ça va servir à faire de l'argent, typiquement en France, on part très mal, quoi. Dès qu'il y a de l'argent dans le sujet, médecine, pas médecine, ça crée un autre C'était l'exemple, effectivement, qui était cité par, voilà. de Google dans le et que l'intérêt personnel, finalement, direct ou indirect du patient, il est important, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion de ne pas contribuer à quelque chose de potentiellement perçu comme mauvais, au sens de... économique, j'entends. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes dans le nudge, vous êtes dans le fait de faciliter, mais vous êtes aussi dans le fait de valoriser les gens par rapport à leur appartenance à cette orientation de donner les données pour la recherche. Et il y a ce qui est assez intéressant, parce que je pense que c'est des choses qu'on n'utilise pas, sans doute, parce qu'on n'en a pas tant besoin que ça quand on est dans les hôpitaux, mais que dans un contexte de crise de confiance, on peut avoir besoin d'utiliser plus pour justement... faire disparaître ou amoindrir les effets très visibles sur les réseaux sociaux des débats ou des controverses publiques qui en fait touchent très peu de monde par opposition à tout ce qui se fait dans la confiance qui ne génère pas forcément de visibilité. Oui, je voulais revenir sur ce concept, dans les différents ingrédients, sur cette notion d'intimité. Et quand on préparait aussi la discussion, Arnaud, tu m'as donné un exemple également qui, au fond, plus on est en proximité du patient, plus, au fond, la capacité à qui va avoir à nous donner la confiance est forte. Et plus on s'éloigne et plus on essaie de le faire adhérer à des concepts qui sont théoriques, lointains, conceptuels, plus c'est difficile. Et qu'au fond, dans le dialogue singulier, la confiance, elle est quasiment donnée a priori, quoi. Je ne sais pas comment, est-ce que dans le cas du suivi de patients, est-ce que ça se traduit? Oui, je pense que c'est beaucoup lié. Enfin, il y a l'intimité clairement, c'est-à-dire que si c'est votre médecin, vous allez entre guillemets lui faire un chèque en blanc, ce qui est déjà le cas pour votre santé. Quand vous avez un médecin, il n'y a pas d'autre choix que la confiance, en fait. C'est-à-dire que c'est une situation très biaisée. Il n'y a pas de partage d'informations au point où il va mériter votre confiance. Cette confiance, elle est a priori donnée. Et elle est donnée dans un cadre où il est l'expert et vous n'allez même pas lui demander de vous expliquer au point où vous auriez besoin. C'est-à-dire, c'est en train de changer, mais ça change lentement. Et clairement, les médecins ne sont pas dans une logique où ils vont forcément vous convaincre à chaque fois. Ils sont dans une logique où ils sont dépositaires d'une espèce d'immanence, de confiance immanente, absolue, depuis les 15 premières minutes où le patient rentre dans la pièce. Donc c'est assez particulier. Maintenant, on voit que ça se déplace, c'est-à-dire que ce n'est pas juste cette histoire d'intimité, parce que par exemple, prenez les hôpitaux. Les hôpitaux, depuis 10-15 ans, ont pris l'habitude, pour respecter la loi, parce qu'il y a la question de la réglementation, de dire aux gens que leurs données sont susceptibles, sans entrer dans les détails des finalités, d'être utilisées à des fins de recherche. Parce qu'avant, si vous n'aviez pas cette information, vous n'étiez pas dans la loi. Je n'ai pas le sentiment qu'ils reçoivent des courriers sans arrêt de gens qui disent « je m'oppose ». D'ailleurs, les gens peuvent s'opposer, hein, c'est le principe essentiel dans la loi, c'est qu'il y a l'information, le droit à l'opposition et la finalité qui doivent être bien définies. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit forcément, que l'intimité soit indispensable, parce que sur les données de santé, il y a quand même un sujet où les gens sont pas pris en otage, mais la loi permet beaucoup de choses quand même. Il faut en avoir conscience. Mais dans ce que tu cites sur le fait que les gens ne reçoivent pas des emails derrière, etc., c'est cette notion de fiabilité. C'est-à-dire que je pense que c'est la finalité. Je pense que si ça part vers l'hôpital, il y a, entre guillemets, une confiance un peu transitive qui fait que c'est la force publique, c'est le rassemblement des médecins, et ça sert forcément à la santé. D'accord. Guillemette, peut-être? Oui, je voulais juste réagir sur cette notion de relation un peu verticale qui donne une confiance a priori. Chez Sentinelle, c'est quelque chose qu'on essaye, petite touche par petite touche, de réhorizontaliser, parce qu'on pense que sur le long terme, ça vaut vraiment la peine de transformer cette relation très verticale dans une relation plus horizontale. Et ça passe par exemple par... Mais ce sont des petites touches, parce que ça se fait dans la durée, mais
c'est alors, j'aime pas le mot éducation parce qu'il renvoie à l'enfance, mais c'est d'information et de compréhension de l'écosystème de la recherche. Par exemple, on leur a expliqué ce que c'était qu'un impact factor, on leur a expliqué ce que c'était que les 4 types de prévention, comment est-ce que l'après-cancer révolutionnait toute la recherche. Enfin, voilà, on passe du temps à essayer de le remettre dans un contexte dans lequel leur compréhension de l'écosystème est beaucoup plus large et qu'elles comprennent à ce à quoi elles participent de manière plus globale. Oui, d'accord. Alors, on a commencé à évoquer un certain nombre de pistes. Peut-être pour nous avancer dans la discussion, dès lors qu'on est d'accord à peu près sur ces quelques composantes, on va dire, de la confiance, qu'est-ce qui aujourd'hui, et on en a évidemment évoqué un certain nombre, vous paraissent être du coup les principaux freins, à la fois du point de vue des citoyens, mais aussi des professionnels. Et du coup, est-ce qu'on peut creuser cette discussion sur, au fond, quels sont derrière les ingrédients qui manquent Peut-être, Elisa, pour démarrer là-dessus. Oui, bien 2 points déjà pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure suite à l'émission qu'il y avait eu. C'est vrai que les professionnels de santé et les pharmaciens avaient été les premières personnes à s'inquiéter de tout ça. Et ça peut paraître logique d'un côté parce que les pharmaciens, les médecins et les professionnels de santé vont générer et ou utiliser un grand nombre de données de santé sans pour autant toujours maîtriser l'environnement qui entoure tout ça. Les données de santé, le numérique en santé, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu complexe et nous, en tant que professionnels de santé, on n'est pas formés à tout ça. Dans nos formations, on ne nous inculque pas ce que c'est les données de santé, ce que c'est le numérique. Et du coup, ça va être un frein forcément derrière dans notre exercice. Donc c'est vrai que c'est des choses qui vont être amenées à changer puisque dans la formation initiale, là, actuellement, des modules de numérique vont être intégrés pour qu'on soit formé à ça et pour pallier derrière à tous ces problèmes. Et puis une fois que les professionnels de santé seront parfaitement formés à ces situations, ils comprendront ces environnements et ils pourront derrière donner une confiance aux citoyens qui sera meilleure. Et après, il y a aussi le point sur les citoyens qui ne sont pas formés. On le voit par exemple dans la vidéo tout à l'heure, quand on parlait de mon espace santé et que certains citoyens répondaient ne pas savoir ce que c'était ou certains savaient mais pas tous. C'est vrai que s'ils ne sont pas formés ou sur le sujet, ils ne vont pas utiliser cet outil. Donc là, il y aura aussi un rôle auprès des professionnels de santé de former les citoyens mon espace santé, par exemple, pour qu'il soit utilisé. C'est vrai que si les patients ils peuvent refuser l'ouverture de cet outil, et c'est le cas, mon espace santé il est en phase pilote là, actuellement dans 3 régions, et on peut refuser l'ouverture de son espace santé. Et il y a quand même des citoyens qui refusent. Donc d'un côté, il y a certains qui n'ont pas confiance dans la génération de ces données. Donc là, l'État, les professionnels de santé ont un rôle à jouer pour les informer sur la plus-value de ces espaces dans leur parcours de soins et la prise en charge. D'accord. Donc former, éduquer, acculturer les professionnels. Guillemette le mentionnait pour les citoyens. Cette notion aussi d'acculturation ou d'éducation. Expérience de Jean-Marc qui travaille beaucoup avec les professionnels. Quelle expérience là-dessus? Il y a la formation, je pense aussi, il y a la formation assez profonde qu'en France, les données de santé servent pour faire des études et des analyses à but de comprendre beaucoup de choses, de comprendre les traitements, etc. Mais à un moment, il va falloir leur faire... Parce qu'il y a un fantasme encore, hein, nous on l'a vu l'année dernière, hein, quand les patients ou les professionnels de santé qui ont réagi, c'était on ne veut pas, entre guillemets, que mes données à moi servent pour que je reçoive la pub, etc. Il y a quand même un fantasme qui est... Alors pourtant, c'est clair dans la loi, mais je veux dire, nul n'est censé ignorer la loi, mais on pourrait tester ici combien ignore une partie de loi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Il y a ce fantasme que ces données pourraient servir à autre chose qu'à faire déjà des études, des analyses. Je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être l'affirmer un peu plus fort auprès de l'ensemble des citoyens, mais aussi, surtout, des professionnels de santé, que leur garantir. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais s'ils n'ont pas confiance dans la loi, s'ils n'ont pas confiance, etc. Bon, à un moment, voilà, mais en tout cas, essayer de communiquer vers eux pour leur garantir le réel usage de ces données, si vous voulez. Surtout que maintenant, on parle beaucoup de pseudonymes. Donc, dès que vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous dites, les données, on ne peut pas dire qu'elles sont anonymes, elles sont pseudonymes. Vous avez scientifiquement raison, légalement raison, c'est merveilleux.
Sauf que tout de suite, il y a l'idée, c'est quoi pseudonyme? Certes, ces données sont pseudonymes, mais elles sont utilisées de manière anonyme. Et à un moment, il va falloir revenir un peu aux Français. Elles sont jamais utilisées pour réidentifier le patient. Et donc, ces éléments-là clés qui sont le fait, le caractère, je vais le dire, même si c'est pas beau, que la CNIL pourrait me dire, ce n'est pas vrai, et c'est vrai qu'ils ont raison, mais que ce soit utilisé de manière anonyme, que ce soit utilisé pour faire d'abord des études, des analyses qui servent à mesurer, et qu'il n'y a pas d'utilisation pour faire de la pub, comme les données Google, hein, parce que le problème, c'est que les gens, ils sont... et les médecins et les pharmaciens ont raison, et les professionnels de santé ont raison de se poser la question. Mais quand je donne des données à Google, à Facebook, c'est pour faire de la pub, c'est clair, c'est net. Et quand je donne des données à un tiers, des données de santé de mon patient, c'est pour faire quoi? Normalement, il me garantit que ce n'est pas pour faire de la pub. Mais est-ce que la société me garantit que ce n'est pas pour faire de la pub? Or, en fait, la société lui garantit par la loi que ce n'est pas pour faire de la pub. La question, c'est comment on transmet cette garantie. Je pense que le législateur, il ne peut pas faire tout seul la communication, se poser la question comment... Oui. Parce qu'on parlait, hein, c'est important que les gens comprennent pourquoi ça sert. Est-ce que leur intérêt, quel est leur intérêt? Quel est l'intérêt des autres dans ce genre? Bien sûr, quand il y a des entreprises privées, nous on en a une, mais il y en a d'autres, on est obligé de gagner un peu d'argent, sinon on arrête de travailler. Enfin, on fait faillite et puis c'est fini. Mais là, il y a quand même un travail collectif qui garantit que ces données soient correctement utilisées. Et je pense que ça, il y a peut-être dans les études de médecine, dans les études d'aides-soignantes même, ou d'infirmières, de pharmaciens, la nécessité quand même d'expliquer cela, parce qu'ils pourraient avoir l'impression que non, les données qui sont utilisées par les uns ou les autres, même si au départ on dit que c'est pour des buts scientifiques, parce qu'on le dit à chaque fois et tout le monde le dit, mais qu'elles pourraient être utilisées de manière détournée, comme celles de Google, Facebook sont utilisées de manière détournée, puisque officiellement le premier usage n'est pas de faire de la pub, hein, je rappelle. Guillemette, Mais cet usage de faire de la pub, moi je le rencontre assez peu, cette crainte-là. La crainte que je rencontre beaucoup quand je suis interrogée par des sentinelles sur le sujet de la pseudonymisation, tout ça, c'est la crainte que ces données soient utilisées contre eux. Les assureurs reviennent toujours sur le devant de la scène. Ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses là qui se jouent. Alors, par rapport aux craintes, alors je pense qu'on ne peut pas balayer totalement d'un revers de main les craintes, parce qu'en réalité, de fait, aux États-Unis, il y a des dérives. C'est-à-dire que on a l'exemple où, dans un pays où la santé est, on va dire, plus proche de l'argent qu'en France, les données de santé personnelles de patients nominatives, pour être clair, peuvent, sans doute en étant conformes à la loi, ou plus ou moins, on va dire, avoir un impact direct au détriment du patient. Donc je pense que ça, le simple fait que ça existe quelque part, on a forcément cette crainte que ça pourrait exister en France. Et ensuite, effectivement, comme disait Jean-Marc, en France, on a des lois qui nous protègent très très bien, puisqu'il y a des finalités qui sont interdites. Vous devez même, ce qui est assez intéressant en tant qu'industriel, faire la démonstration qu'il est impossible pour vous de les atteindre. Ce qui est toujours très compliqué de faire, de démontrer qu'on ne peut pas faire quelque chose. C'est assez intéressant dans la loi. Mais pour vous montrer à quel point, et à tel point d'ailleurs que c'est devenu un problème, parce que quand ça a été fait au niveau de la CNIL et de la loi française, on a dit il est impossible de réutiliser des données qui puissent être pour des fins commerciales, mais donc vous devez potentiellement enlever des données intéressantes liées aux médecins, au centre, etc., pour pouvoir prouver à la CNIL que vous ne pouvez en aucun cas, même si ce n'est pas votre objectif, faire ça. Donc vous voyez que ça va très loin. Au-delà de ça, je suis d'accord, et je pense que cet aspect d'éducation au sens large, ou de formation des gens sur ce sujet, il est important, et en même temps, il est important notamment pour les professionnels, c'est-à-dire pour les scientifiques, les professionnels de santé, etc. Je pense qu'il est très complexe. Moi, après avoir été médecin depuis 15 ans, chercheur, INSERM, etc., je racontais beaucoup de conneries. Et 3 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, après avoir monté une société qui est le premier industriel de santé en France à avoir eu accès aux données du SNDS, qui est à l'international en train d'utiliser des données de santé, etc., et qui est hébergeur de données de santé nominatives pour le soin courant, je me rends compte, a posteriori, que j'ai dit beaucoup de conneries. Je disais les données sont la propriété du patient, ce qui est
absolument faux, puisqu'il n'y a pas de droit patrimonial sur les données, par exemple. Donc c'est tout un tas de concepts qu'on véhicule de façon usuelle sont faux parce que c'est un débat très technique, réglementaire et technique. Et donc finalement, si on veut résumer, les éléments tangibles de ce débat, c'est essentiellement ce qu'il y a dans RGPD, c'est-à-dire le droit à l'information et à l'opposition, qui est quelque chose qui est déjà dans la recherche clinique depuis toujours, mais qui est là et étendu en quelque sorte à toutes les données personnelles, et c'est la finalité. Sorti de ça, il n'y a pas énormément de concepts pertinents autour des données de santé personnelle, en tout cas aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de plus de transparence ? Alors, j'entends qu'au départ, dans les déclarations, etc., il y a déjà un niveau d'exigence important. Est-ce que dans le suivi derrière des usages, est-ce que, et le retour éventuellement qui peut être fait vers professionnels et citoyens, est-ce que là, il y a éventuellement des choses qui pourraient être améliorées ? Je pense qu'il y a besoin de transparence, je vais vous laisser répondre, mais je pense aussi qu'il y a besoin de sanctions. Ça va vous paraître paradoxal. Je suis un industriel, pourquoi je voudrais qu'il y ait des sanctions ? Mais en fait, aujourd'hui, si vous prenez depuis 1 an, les fuites de données qu'il y a eu en santé, sur des données nominatives, il y en a eu au moins 5 majeures, qui, quand je dis majeures, c'est qui couvrent au moins des centaines de milliers, si ce n'est des millions de patients. D'accord ? Il y en a eu au moins 5 qui couvrent la France, en partie. Ces données sont accessibles sur le dark web, etc. Et les gens qui se sont fait attaquer ne sont pas les gens qui ont fuité des données. C'est Doctolib qui s'est fait attaquer, Acuvia, etc. Parce que c'est le Health Data Hub qui s'est fait attaquer, parce que OVH était un peu vexé de ne pas avoir été hébergeur, parce qu'il y a ce problème de souveraineté. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont compliquées. Mais ceux qui attaquaient n'étaient pas forcément ceux qui avaient intérêt à faire défendre leurs données de santé. C'est ça que je veux dire. Et donc, il faut qu'il y ait un peu plus de réalisme concret par rapport aux gens qui font bien ou qui font mal, quoi. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si quelqu'un a déjà été sanctionné en France sur un truc qui est qui va contre la loi vraiment de façon significative, quoi. Et est-ce qu'on est en mesure de mesurer qui fait la bien loi et existe, qui il y a plein de fait- sanctions et non, possibles. Mais est-ce qu'on est en mesure derrière de suivre sa bonne application de manière éventuellement Je suis sûr à que la sanctionner. CNIL peut avoir plus de ressources, c'est certain. Après, est-ce que c'est la seule solution ? Je ne sais pas. Je pense que la question est bien posée. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe beaucoup de temps à dialoguer tous ensemble sur les risques potentiels d'utiliser la donnée. Le débat se porte beaucoup sur les risques. Et puis régulièrement, vous avez un bug. C'est-à-dire que ce n'est pas un risque, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui a ouvert un entrepôt de données. Et si vous voulez, c'est assez drôle parce qu'on a dépensé beaucoup plus d'argent et on a beaucoup plus travaillé la sécurité d'une base de données non nominative qu'on a passé d'argent pour sécuriser des milliers de bases nominatives qui existent sur tout le territoire. Et c'est assez incroyable. Si vous avez le nombre d'heures que l'ANSSI a passé sur le Health Data Hub par rapport au nombre d'heures que l'ANSSI a passé sur l'hôpital de Valenciennes, vous verrez que le débat public sur l'usage de la donnée anonyme a transformé le risque. Le risque, il est sur des données nominatives. Il est de mettre des sécurités supérieures sur tous les entrepôts de données nominatives avant de se poser la question s'il y a un risque de réanonymation de la... C'est en plus, si vous y réfléchissez, si vous voulez, autant il y a des données facilement qui ont un vrai risque. C'est sûr que si vous connaissez l'âge de la personne et l'hôpital dans lequel elle va, si vous savez à peu près le jour où elle y allait, vous connaissez la personne. Par contre, nous, on a le sujet, on a des données qui sont juste pharmacie. Donc, pour trouver la personne, il faut vous la suivre plusieurs jours en pharmacie. Ouais. Donc, c'est aussi, et c'est sûrement beaucoup plus facile de regarder ce que le pharmacien lui délivre que d'aller chercher dans des bases de données non nominatives. Est-ce que la personne y est ? Ah ben, elle est. Ah ben, je sais ce qu'on lui a délivré. Oui, ben, si vous l'avez suivi 3 jours de suite dans la pharmacie, vous savez aussi très bien ce qu'on lui a délivré. Donc, je pense qu'on a créé le débat public, crée la croyance qu'il y a un risque plus important sur des bases de données non nominatives, parce qu'il y a potentiellement la possibilité de réidentifier les gens, etc., si vous avez certaines données, etc., 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 ce qui n'est jamais encore arrivé en France, alors qu'on a donné le PMSI sur CD-ROM pendant des années à plein de gens.
Et on a plus peur de ça que de ce qu'il arrive vraiment, le risque habituel qui est... Ouais. Et ça, voilà, à peu près. Et au fond, ce que tu dis, c'est qu'on se trompe de priorité dans la notion de sécurisation de l'information. Voilà, et ça montre que le débat public et l'information du public ne portent pas sur les bons sujets. On devrait se poser la question, effectivement, pourquoi on n'a pas donné plus d'argent aux hôpitaux pour sécuriser leurs entrepôts de données. Ça, parce qu'elles sont très utiles. Ouais, et c'est intéressant parce que moi, je n'avais pas du tout entendu la question de la même manière. Moi, j'ai entendu transparence et je suis revenue avec ma casquette plutôt côté recherche. Et je me suis dit, oui, un des premiers éléments sur lesquels on peut progresser, c'est faire des retours aux citoyens sur ce qui a été produit en termes de connaissances, en fait, qui est quelque chose sur lequel il y a encore des champs morts majeurs. Et nous, on le voit même sur Sentinelle, où... on met des années et des années à obtenir des résultats de recherche qui ont été menés sur le site en parfois juste quelques heures. Ouais. Et c'est probablement la bonne manière d'adresser ce débat. C'est-à-dire que il faut qu'on aille dans le positif. Il faut qu'on aille dans... c'est ce qui a été dit tout à l'heure très très bien. Enfin, moi, je trouvais qu'on pouvait même arrêter la réunion, la journée quasiment sur ce qui a été dit au début, qui était de dire il y a des risques liés à tout ce qui est données personnelles. Oui. Mais en fait, le risque invisible, c'est la perte de chance. Soit la perte de chance opérationnelle parce qu'on ne sait pas toujours exactement, soit juste parce que le progrès ne se produit pas. C'est-à-dire que la génération de connaissances nouvelles scientifiques qui permet tout ce qu'on ne sait pas encore n'arrive pas. Et ça, c'est invisible. Mais c'est quand même beaucoup moins excitant à mettre sur un réseau social, quoi. Et il y a peu de chances que ça soit très partagé non plus. Mais je pense que c'est le bon débat. Et je pense que c'est effectivement ça qui est très intéressant sur des initiatives comme la vôtre, là, que j'ai découverte il y a quelques jours, du coup, en regardant ce que c'était, c'est qu'on est vraiment dans une logique valorisante, en fait, pour le citoyen, qui est désintéressée et valorisante. Elle est très distanciellement intéressée de façon indirecte, mais c'est vraiment tellement minime que c'est surtout désintéressé, quand même. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Arnaud. On doit faire un effort de transparence. C'est très clair. Si vous voulez, nous, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'aujourd'hui on produit? Alors nous, on produit la liste de toutes les études quand même qu'on fait. Mais aujourd'hui, il y a 3 lignes. Alors pour le spécialiste, ça va, il comprend à peu près ce que doit faire l'étude. C'est sûr que le citoyen qui va regarder sur notre site ne va pas comprendre très bien ce que fait l'étude. Donc il faut qu'on travaille nous-mêmes nos modes de communication. C'est vrai que... on est resté quand même sur les données pour des raisons aussi de régulation, et donc on n'a pas fait beaucoup d'efforts probablement sur des modes de communication un peu dépassés. Je rappelle que le premier sujet qu'on fait tous, on crée des notices d'information, c'est obligatoire, donc on fait des notices d'information. Je ne pense pas que personne n'ait lu sa notice d'information que lui a donnée la PHP, s'il est allé un jour à la PHP, ou qu'il a lu sa notice d'information ailleurs. Et la réalité, c'est que comme on a cette obligation de notice d'information, on considère parfois un peu vite que l'information a été faite puisqu'on a fait ce qui nous est demandé. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on essaye d'imaginer un peu d'autres manières de faire l'information, et notamment en essayant de travailler sur donner plus facilement accès à des résultats de recherche. Parce que bien sûr, il peut y avoir des éléments de propriété intellectuelle, mais il y a dans toute recherche une partie qui n'est pas... ça ne va pas voilà, et changer. Et si on fait un effort peut-être de mettre plus les parties, on va pas mettre, si on a travaillé sur des données et qu'on a trouvé un algorithme pour prédire quelque chose, on va pas mettre l'algorithme forcément en open data, surtout si on est une société privée, ça on peut le comprendre, ou nos clients qui se posent les mêmes questions, on va pas là. Mais par contre, on peut mettre un certain nombre d'éléments de la recherche, déjà parce que la recherche, elle va pas juste apporter un algorithme, elle va peut-être apporter des facteurs des éléments sur des facteurs de risque, plein de choses. Et ça, on peut peut-être le mettre plus facilement. Il y a, en plus, on a des publications scientifiques, souvent, après ces recherches. Et c'est sûr que si on attend que les patients aillent chercher dans un journal scientifique le résultat de la recherche qu'on a fait pour eux, ils n'iront pas parce qu'il faut avoir accès au journal scientifique.
Voilà. Alors, comment on fait, effectivement, et comment on change nos méthodes d'information pour que le patient et les professionnels de santé comprennent tout l'intérêt et tout ce que ça produit, et tout le risque qu'il y a de ne pas le produire. Ouais. Peut-être Guillemette, et après Elisa sur les moyens d'informer ensuite les professionnels, mais peut-être Guillemette si tu veux réagir. Juste sur ce moyen de rendre compte des résultats. Alors je ne dis pas du tout que c'est la martingale, mais c'est en tout cas nous ça fonctionne bien. On a environ 800 personnes en direct chaque fois. C'est des vidéos en fait, c'est tout bête en termes de tech, c'est très très simple. Ce sont des webconférences. On laisse une demi-heure au chercheur pour faire son pitch. On a travaillé avec lui pour qu'il soit compréhensible et après, on a une demi-heure de questions. Et ça marche très bien. Et Elisa, encore une fois, je reviens à ce qui était dit par Marc Giget. Au fond, si on se dit à qui les gens font le plus confiance, leurs professionnels de santé. Commençons par les médecins, mais je pense que les pharmaciens ne sont pas très loin derrière. Et tout en bas, il y a les régulateurs et les autorités publiques. Donc maintenant, dès lors qu'on commence à brosser un certain nombre de ces ingrédients, comment est-ce que, en termes de canal pour aller vers le citoyen, est-ce qu'on réussit au fond à s'appuyer mieux sur les professionnels ? C'est vrai que c'est important de faire de la vulgarisation déjà auprès des citoyens parce qu'on parle de données de santé et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas donner aux patients un algorithme ou la recherche clinique qui a permis de mettre des choses derrière suite à leurs données de santé. Donc par exemple, prenons le cas des pharmacies, mais faire des campagnes à travers des vidéos. Les vidéos, ça marche très bien. Enfin, nous, notre association, par exemple, c'est ce qu'on fait. Comme actuellement, les étudiants ne sont pas formés au numérique, nous, le but de notre association, c'est de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On fait des vidéos expliquant différents thèmes sur le numérique. Donc on a fait, par exemple, il y a des vidéos qui vont arriver sur les données de santé. Précédemment, on a fait quoi ? On a présenté le Synapse dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Là, la prochaine vidéo qui va sortir, c'est sur toutes les institutions du numérique et c'est ce que doivent faire aussi également les professionnels de santé et voilà, les pharmaciens, les médecins en lien avec sûrement leurs ordres respectifs pour faire des campagnes à destination des citoyens afin qu'ils comprennent au mieux tout cet environnement du numérique et des données de santé parce que si les pharmaciens le font pas, les médecins le font pas, personne va le faire et ils pourront pas comprendre tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que pour moi, les professionnels de santé doivent réfléchir à utiliser de nouveaux canaux de communication, même des affiches dans les cabinets médicaux, dans les officines, afin que les patients puissent connaître tout ça. Et il y a probablement un enjeu de santé publique, en fait, à aborder cette question-là, comme pour l'arrêt du tabac, quoi. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, donnez votre sang, on dit aux gens, arrêtez de fumer. On ne peut pas dire aux gens, donnez vos données de santé comme ça, parce que c'est un peu plus compliqué, mais malgré tout, si tous les scientifiques, les chercheurs et les médecins, et les pharmaciens et les soignants en parlent pas, et aujourd'hui ils n'en parlent jamais, quasiment avec leurs patients. Enfin, ils en parlent parce qu'ils sont obligés de leur dire, on fait une étude clinique, je vous file 10 pages à signer, tout va bien, signez en bas, quoi. Enfin, c'est quand même pas vraiment le sens de la loi, quoi. Et on sait que c'est comme ça que ça existe parce que c'est comme ça. Ouais. Bon. Mais en fait, il faut quand même que les professionnels poussent cette information de façon plus systématique. Et Stanislas, tout à l'heure, nous a mis face à un enjeu moral. Exactement. De pleinement utiliser cette donnée. Et c'est bien pour ça qu'on se bat, c'est que l'enjeu moral, il est de se dire que tous les scientifiques qui ont besoin de ces données pour travailler, que ce soit pour arriver à de la production de connaissances ou d'autres choses, mais peu importe, ils ont envie de dire, ils vont essayer de les avoir, mais ils vont pas se battre pendant 15 ans non plus, quoi. Mais ils sont détenteurs de cette capacité à produire du progrès. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est invisible, quoi, c'est caché. Oui. Et tout à l'heure, je parlais de mon espace santé et ça va être un enjeu pour tous les professionnels de santé, je pense, parce que c'est déjà le cas dans les phases pilotes. Il y a des patients qui viennent en officine et qui demandent à leur pharmacien est-ce que vous pouvez m'expliquer les données de santé, qu'est-ce qui va être fait suite à cet espace, à cette application? Est-ce qu'elles sont ma propriété? Est-ce que tous les professionnels vont y avoir accès? Est-ce que vous allez pouvoir les voir? Donc c'est vrai que si les professionnels savent pas répondre à ces questions, les citoyens n'auront pas confiance derrière là-dedans. Donc il y a un enjeu avec cet outil pour moi qui va arriver là en 2022. Et je vous rappelle ce qui s'est passé quand on a changé le nom du dossier médical partagé vers le dossier médical patient ou personnel, parce qu'il y avait ce débat sur mais qui va y avoir accès, pourquoi faire.
Et on parlait du dossier médical du patient. Vous voyez, c'était il y a quoi, 15 ans ? Le truc marche toujours pas. Donc bon, on a un enjeu moral probablement réel, tous, collectivement. Il y a cet enjeu moral et il y a quoi d'autre comme enjeu ? Est-ce qu'on est en train de rater un train pour cause de trop grande prudence et frilosité ou Il y a un enjeu de compétition, évidemment, donc de souveraineté, de compétition, d'intérêt sur la place qu'on a, je veux dire la France, au niveau économique et scientifique. C'est les deux en fait, hein, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les données sont pas qu'en France, à l'évidence. Hein. Les données de santé, il y en a partout. Elles sont d'un niveau de qualité variable et elles sont à des usages variables. Si vous voulez développer un algorithme d'IA pour le commercialiser, vous avez plus vite fait d'aller en dehors de l'Europe pour récupérer vos données pour le faire. Parce que ça va vous coûter moins cher, parce que ça sera plus rapide et parce que personne ne va vous emmerder. Donc vous allez pouvoir le faire. C'est quand même une vraie question parce que les algorithmes que vous développez en intelligence artificielle sont le principal risque, c'est pas qu'ils existent ou pas, c'est pas leur prix, c'est qu'ils soient biaisés et mal faits et mal surveillés sur laquelle ils apprennent et biaisés sur la cohorte initiale sur laquelle ils ont été produites. Donc j'ai envie de dire, au-delà même de la souveraineté économique, si on veut des algos qui marchent sur nos patients, on a plutôt intérêt à les faire avec nos données. Ensuite, on a un certain nombre de critères en France qui sont exceptionnels sur les potentiels de cette activité. On a un système universel au niveau paiement qui centralise tout au niveau du SNDS. Alors, c'est pas magique, hein, il n'y a pas les comptes rendus, il n'y a pas plein de choses, mais ça fait qu'on a probablement par notre système de santé moins de biais sur la prise en charge des patients, puisque il y a des influences socio-économiques, mais peu influencées, en tout cas à l'hôpital ou dans le système de santé, quand le patient arrive, par est-ce que le malade a une carte bleue, quoi. Donc ça fait que nos données ont probablement plus de valeur sur l'analyse des parcours et des pronostics des patients. Et bon, elles ont de la valeur pour nous parce que c'est notre population, hein, bien évidemment. Ensuite, on a des data scientists de très grande qualité et des scientifiques dans les labos de très grande qualité. Donc les gens qui peuvent utiliser les données sont là. Et ils sont plutôt plus efficaces qu'ailleurs. Et enfin, on a aussi un intérêt sur le plan économique, parce qu'on a un tissu économique naissant extrêmement important, et une expertise médicale et une appétence pour l'innovation en France qui est de très bon niveau. On n'est pas les seuls, mais elle est de très bon niveau. Donc tout ça fait qu'on a, entre guillemets, tout le jardin avec le terreau, avec tout ce qu'il faut pour planter les graines, quoi. Donc après, le problème, c'est que les graines sont sous clé, parce qu'on dit, attention, si une graine ne tombe pas au bon endroit, il y a un arbre qui va pousser, et là, c'est pas bien. Donc il y a ce truc-là. Jean-Marc. Moi, je dirais, la situation, elle est simple. On peut se faire plaisir. La France est 4e pays européen pour les essais cliniques, derrière l'Espagne. Donc, ça vous donne une idée. Donc, ça fait quelques centaines de millions d'euros qui ne rentrent pas dans l'économie française, peut-être même 1 milliard, mais comme je n'ai pas fait encore le calcul exact, je préfère dire quelques centaines de millions. Là, je ne me trompe pas trop. Ça fait quelques milliers de patients qui n'ont pas accès à un médicament qui pourrait éventuellement les aider avant qu'il arrive sur le marché. Alors après, on peut inventer des dispositifs pour rattraper. Hein. Et pourquoi on est en retard par rapport à l'Espagne? Ce n'est pas pour des raisons très complexes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas investi dans la sécurité des entrepôts hospitaliers, ce qui pourrait être une question, hein, l'investissement informatique hospitalier. C'est parce qu'on a mis en place des procédures qui ont ralenti et qui ralentissent tous les jours la capacité de recruter des patients. Et en échange, si vous voulez, l'Espagne, elle garantit que pour tout essai clinique, bien sûr, il y a un regard des autorités, est-ce que l'essai est bon ou pas, mais au bout d'un mois, l'autorité va dire oui ou non. Ils disent pas plus oui et pas plus non qu'en France, hein. Mais ils ont un mois. Ils le disent en un mois. Je vais être clair avec vous, un dossier d'études cliniques, il est regardé en quelques jours. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez la décision 3 mois après qu'il y a des gens qui ont pendant 3 mois ont regardé tous les jours ce qui se passait. Le problème qu'on a, si vous voulez, avec le Data Hub, par exemple, mais tout d'ailleurs dispositif d'innovation, doit nous poser une question, c'est est-ce qu'on a le droit encore d'innover en France? Moi, je la pose comme ça, si vous voulez. On perd beaucoup de temps avec le Data Hub à se dire ah bah c'est dommage qu'effectivement on n'ait pas Amazon ne soit pas français ou Google ne soit pas français. Donc comme on a raté cette révolution technologique, on est en train de rater la suivante.
La suivante, c'est l'utilisation de la donnée. Je suis désolé de le dire. Hein, voilà. Quand est-ce qu'il y aura le catalogue du Health Data Hub? Ça, c'est une bonne question qu'on devrait se poser. Quand est-ce qu'il y aura les premières données? Probablement, tout est prêt. Ouais. La question, c'est quand est-ce que, collectivement, nous allons donner l'autorisation, enfin l'administration, mais en même temps les citoyens que nous sommes qui participons au débat public, comment collectivement nous allons donner l'autorisation. Si on le donne dans 1 an, je vais vous dire une petite histoire, c'est assez drôle, hein. C'est que la France, sur le Health Data Hub, elle était plutôt en avance il y a 3 ans, grâce au président de la République, sur les annonces des autres pays européens. On va finir par arriver en retard. En dernier, peut-être pas en dernier, mais... C'est dommage. Alors, je dis, question de rythme. Si vous voulez, en plus, si vous voulez, je peux vous le dire assez... Je vais vous le dire assez brutalement. Pour une entreprise internationale comme la mienne, ce n'est pas un sujet. Hein. Elle peut utiliser des données américaines, des données chinoises, des données anglaises, des données suédoises, hein, parce qu'il y a des très bonnes données en Suède. Et puis, tant pis. Mais pour la France en tant que pays, pour la capacité en France d'avoir des équipes qui travaillent sur ces données, pour la capacité en France d'avoir des nouveaux chercheurs, d'avoir des patients qui participent à la recherche, ce qui est important. Ça serait dommage qu'à un moment, il n'y a plus besoin d'associations comme Sentinelle, juste parce qu'il n'y a plus beaucoup de recherche en France. Ça serait vraiment dommage. Eh bien, je trouve que nous sommes en train de ne pas comprendre le problème. Et c'est profond. Et je pense donc qu'il y a ce risque-là. Donc j'espère, parce qu'il faut être optimiste, que ce risque va être dépassé. Hein, je l'espère profondément. Mais ne nous trompons pas, ce risque existe. Ne pas vouloir aujourd'hui comprendre qu'on est passé numéro 4 de la recherche clinique juste parce que nous n'avons pas mis en place les procédures. Ce n'est pas un problème de pas de procédures. Il y a des procédures dans tous les pays du monde. Il en faut. Il faut mieux les gérer. Et de même manière, il faut s'arrêter sur les vrais risques et pas sur les risques supposés, parce que sinon, le vrai risque qui va arriver, c'est qu'on utilisera des algorithmes qui seront sur données américaines ou données chinoises et pas sur données françaises. On utilisera, on n'aura plus beaucoup de chercheurs et les startups partiront 2 ans après avoir été créées dans d'autres pays. Ce qui sera un problème pour les entreprises futures françaises. Mais ça, c'est un sujet. Merci. Je voudrais qu'on termine, qu'on se donne un petit peu de temps pour les questions. Merci à vous. Et peut-être du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a quelques questions en ligne que je vais vous lire. La première question. Les citoyens qui refusent l'ouverture de leur DMP le font-ils par défiance vis-à-vis de l'exploitation de leurs données ou tout simplement parce qu'ils n'en voient pas l'utilité à date? Alors moi, j'avais posé la question à la DNS directement. C'était lors du Santé Expo qu'il y a eu il y a 2 semaines où ils faisaient part justement de ces personnes qui refusaient. Ça avait bien été signifié quand même, c'est un faible pourcentage et actuellement, ils ne savaient pas pourquoi les personnes avaient refusé. Parce que quand ils refusent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de commentaires qui précisent pourquoi la personne refuse. Donc actuellement, ils ne savent pas pourquoi le peu de personnes qui refusent leur ouverture le font. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je remarque qu'on est 3e ex-aequo pour les essais cliniques récemment, car nous avons reculé moins vite que les Allemands pendant la période Covid. Donc, ça ne va pas régler durablement, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Non, alors j'entends donc que la confiance, elle viendra parce que les professionnels de santé contribueront à donner de la confiance. Sauf que le comportement des professionnels de santé, il n'est pas tellement plus cohérent sur d'autres sujets que celui de la population générale. Sur le tabac, ça n'empêche pas de fumer, de recommander aux malades d'arrêter. Sur le Covid ou la vaccination, on voit bien qu'il a fallu être coercitif et les menacer de ne pas pouvoir exercer s'ils ne se faisaient pas vacciner. Sur l'usage de la donnée de santé, je présume qu'ils sont tout aussi variables. Alors comment on s'assure déjà qu'on convainc les professionnels de santé en général de l'intérêt, de l'usage, de l'éthique, des bons interlocuteurs avec lesquels travailler pour qu'ensuite on fasse la chaîne avec le malade avant 10 ans pour que le HDH puisse livrer ses données? Quelques peut-être retour d'expérience simplement du dialogue avec les professionnels que vous avez pu avoir, soit dans les sessions de formation, soit dans... Non, enfin, moi je dirais d'abord, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je pense que c'est indispensable
C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des médecins qui avaient dit que la cigarette était mauvaise pour la santé, il fallait s'arrêter de fumer, ça serait très difficile pour le politique de dire que la cigarette est dangereuse pour la fumer et il faut s'arrêter. Et voilà. S'il n'y avait pas des médecins qui quand même disaient que la vaccination était utile, ça serait très difficile d'avoir 70% de la population, hein, c'est à peu près ça. Et puis après, il y a eu le pass sanitaire, ça a convaincu quelques autres qui étaient probablement comme un peu les gens du DMP. Je pense qu'il y a plus de gens qui n'ont pas ouvert leur DMP parce qu'ils ne pensaient pas que c'était très utile que de gens qui refusent voilà, volontairement. Mais je pense que, voilà, à un moment, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix dans le sens où si les professionnels de santé ne sont pas majoritairement convaincus que les données de santé peuvent être utilisées pour des fins de recherche qui vont permettre de sauver leurs patients plus tard, quelquefois, le même patient, quelquefois, ses enfants plutôt, ou ses petits-enfants, hein, tout ne va pas aussi vite que ça. Si on n'arrive pas à les convaincre de ça, s'il n'y a pas une forte parole des professionnels de santé, on est d'accord que ça ne va pas marcher. Alors, là où tu as raison, c'est que il faut les convaincre voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut de la formation, il faut de la transparence, on le disait. Il faut publier les résultats des études, il faut les rendre accessibles. Hein. C'est pareil, tous les professionnels de santé ne lisent pas tous les journaux scientifiques. Donc, j'aimerais dire, c'est comme avec les mêmes patients, il faut trouver un moyen de leur montrer que tout ce qui est fait sert à quelque chose. Et le retour vers les professionnels de santé des études, ça doit être aussi important que le retour vers les patients. L'erreur qu'on fait, si vous voulez, c'est que dans les études cliniques, quand les gens co-signent l'étude, etc., ils ont le retour. Mais dans plein d'autres études qu'on fait tous les jours avec les données, on ne se pose jamais trop la question de quel retour on fait aux professionnels. Et je le prends aussi pour nous, parce que nous, on se pose plus la question d'être sûr que sur notre site, il y a les études qu'on publie, que d'envoyer tous les 3 mois aux professionnels qui nous transmettent une partie des données qu'ils ont, les résultats des études qui ont été faites dans les derniers mois. Et ça, il faut effectivement, cette transparence, elle compte avec les professionnels comme avec les autres, parce que s'ils comprennent les résultats, ils comprendront qu'on utilise les études, les données pour faire ça et pas pour faire autre chose. Très rapidement, je pense qu'il faut arrêter de vouloir une solution immanente ou transcendantale pour régler le problème. La formation, elle est importante, oui, mais elle ne va pas tout résoudre. Et de toute façon, c'est pas les professionnels qui bloquent et qui posent problème, parce qu'on a dit, il y a la confiance, ça se passe. La difficulté, c'est d'avoir un truc invisible qui peut être fait ou pas fait, mais qui n'est jamais dans les priorités. Bon. Et en plus, avec des galères administratives, tout ce qu'on veut, techniques. Donc pour faire simple, les résultats et les retours, évidemment, c'est-à-dire que commençons par faire du renforcement positif sur ce qui se fait et en parler un peu plus que du risque qui n'est jamais arrivé, comme on disait. Ça veut aussi dire qu'il faut qu'on fasse très attention à une chose, c'est qu'il faut aider les politiques à conserver leur courage politique sur ce sujet. On a dit, les médecins, là, ils sont en haut de la confiance, les politiques tout en bas. Les données de santé personnelle, c'est pas un bon sujet de campagne, hein. C'est-à-dire que promettre qu'il y aura plus de recherche et de... Vous voyez ce que je veux dire? A priori, c'est pas le truc qu'on a envie d'aller vendre. Et je pense que quand Olivier Véran a été obligé de dire que Azure, on allait peut-être arrêter pour le HDH, c'était plus pour calmer l'incendie médiatique, mais qui est un incendie qui était même pas vraiment intéressant pour pas grand monde, en fait. Mais on voit beaucoup ceux qui crient très fort. Et on aime bien dans ce pays... Regardez où est-ce que ça crie, quand même. C'est un peu la culture. Bon, donc ça ne va pas changer. Hein, on ne va rien résoudre là-dessus, à supposer qu'il faille résoudre quelque chose. Mais attention aussi à ce que nos hommes politiques soient convaincus que derrière eux, il y a une armée, certes silencieuse, mais qui dépendent d'eux, quoi. Autrement dit, parce que le courage politique, il faut que ça paye un peu aussi. Ouais. Hein, et parlons des résultats, du positif, des bénéfices. Il faut certainement avoir des objectifs. Ouais. Tu parlais du Health Data Hub, il faut certainement avoir des objectifs explicites. On doit avoir atteint tel niveau, fait ça, à telle échéance, etc. On est dans une culture beaucoup de la preuve de concept, de l'expérimental, de la prise de parole publique. Il est toujours bon d'avoir des objectifs
qu'on atteint et qu'on n'atteint pas. Hein. Et à l'échelle. Mais simplement, et des succès, des baby steps, quoi, des fruits qu'on attrape parce qu'ils sont plus près, des trucs comme ça. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Aux États-Unis, sur l'interopérabilité des données, quand il y a eu Obama, ils ont dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, les hôpitaux, vous serez obligés d'avoir le nom, le prénom, la date de naissance de vos patients. C'est tout. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas payé. Voilà. C'était en 2000, hein, donc 2000 et quelques. Donc c'était quand même pas une innovation magique. Mais oui, en remontant comme ça d'un cran à chaque fois, bah, progressivement, on avance. Arnaud, on a une question pour vous. Convaincre, par exemple, en rendant visible des succès d'utilisation des données de santé ne serait pas la solution pour convaincre la population. Qu'en pense Arnaud Rosier? A-t-il investigué les effets de sa communication sur le succès de son IA de prédiction de décompensation cardiaque avec les données de pacemaker? Alors, bon, déjà là-dessus, on développe, donc il n'y a pas de résultat. Donc, pour l'instant, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de données, on va avoir des résultats très intéressants, mais on n'a pas encore de résultats sur ce sujet en particulier, même si on en a sur d'autres sujets. Je crois que c'est ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire, c'est que oui, c'est sans doute positif de communiquer sur des résultats. Et donc, simplement pour atterrir sur cette question, nous, chez Implicity, la particularité, c'est qu'on produit des logiciels pour les médecins pour améliorer la prise en charge au profit du patient, donc de façon indirecte, sur notamment le suivi à distance des patients porteurs de pacemakers connectés. Et la particularité, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on collecte des données qui viennent des fabricants, mais qui sont des données habituellement pas exposées, en tout cas sans base de données exposable aux chercheurs. Et donc on est dans une logique où on vient créer de l'usage à la fois chez nos chercheurs en interne, donc dans l'intérêt industriel, mais aussi auprès de chercheurs de tout un consortium d'hôpitaux universitaires français qui n'ont pas habituellement accès à cette base de données. Et donc côté INSERM, etc. Et donc je pense que c'est des modèles qui sont aussi intéressants, mais on se rend compte qu'on a les mêmes barrières que des industriels, quand bien même la finalité est de réadresser ces données à des chercheurs. Dès qu'il y a beaucoup de données, comme tu dis, c'est pas anonymisable. Donc, voilà. Ok, bah écoutez, merci. Et affaire à suivre.